Merci aux organisateurs de ce colloque de cette belle invitation à réfléchir à ce sujet des châteaux musées. Vous les définissez comme des ensembles patrimoniaux d'exception. Comment, dans cette période des années 39-45, les a-t-on protégés et de quelle manière? C'est l'une de vos questions. Parmi ces modes de protection, on peut se poser la question de savoir quelle est la place et la fonction du droit. Il n'est pas seul à protéger, mais il est là. Comment finalement il agit dans un contexte particulier, régi par des règles propres, régi par une situation propre, la situation de guerre. Quels sont ses outils? Quelles en sont les limites? Avant toute chose, on a besoin de comprendre quel est cet objet à partir duquel vous nous invitez à réfléchir. La dénomination château-musée renvoie à une certaine réalité de l'activité de ces institutions. Sans doute l'appel au vocabulaire du musée signale-t-il une importance particulière des collections qui ne seraient pas vues alors comme le simple accessoire du musée, du château. Sans doute signifie-t-il la professionnalisation de la gestion des collections et peut-être la présence d'un personnel de conservation. Mais première difficulté dans l'appréhension de cet objet, les châteaux-musées ne sont pas une catégorie d'action publique très identifiée, il me semble. Je ne crois pas qu'il relève d'un vocabulaire des politiques publiques. Je n'ai pas réussi, en l'occurrence, à remonter à la genèse de ce terme. Dans le dictionnaire encyclopédique de muséologie, c'est François Mérès et André Desvallées qui l'ont dirigé. À l'entrée musée, il est simplement cité comme un dérivé du musée parmi d'autres catégories, celle d'écomusées, de musées virtuels, de cybermusées, mais sans plus d'autres précisions. Je ne crois pas qu'il soit étudié en tant que tel dans les ouvrages d'histoire des musées, mais je m'aventure peut-être dans un domaine qui m'est étranger. Ce qui est tout à fait clair, c'est qu'il n'est pas une catégorie du droit du patrimoine, comme le sont les ensembles patrimoniaux, les musées de France, les monuments historiques, les biens culturels, toutes catégories que l'on va retrouver dans le Code du patrimoine. Comment alors prendre la réalité de cet assemblage au prisme des catégories que le droit institue? Exercice de qualification qui évidemment va commander la question du régime de ces entités complexes. Le mode sur lequel le droit se saisit du château-musée obéit à un double mouvement. Premier mouvement d'atomisation, on appréhende le château sur le versant immobilier par l'entrée du monument historique et les collections qu'il contient par celles de Musées de France ou plus récemment, depuis 2016, par celle de collections d'objets mobiliers, monuments historiques ou d'ensemble. On a ici un effet de distribution, parfois des effets de frottement de deux corpus qui ne disent pas nécessairement la même chose, qui ne posent pas dans les mêmes termes, toujours, les mécanismes de conservation ou plus justement de contrôle de la conservation. Cette mécanique de fragmentation, on la retrouve d'une façon très générale dans le droit du patrimoine, que ce soit au plan national ou au plan international, dans la mesure où, sauf exception, les ressorts de protection ne sont pas les mêmes selon le caractère mobilier ou immobilier des choses. Grande division. Deuxième mouvement, celui de l'assimilation. Cette fois-ci, on travaille sur des catégories plus générales. En droit international, celle de biens culturels. Elle est utilisée pour la première fois, le vocabulaire est utilisé par la Convention de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Autre catégorie plus générique en droit interne, celle d'ensemble historique mobilier classé, attaché, je cite là la formule du Code du patrimoine, attaché par des liens historiques ou artistiques remarquables à un immeuble classé. On a là un exemple d'ensemble mixte, ce qui n'est pas si courant. Le droit reste assez malhabile à saisir ces entités complexes, hein, reste peu outillé lorsqu'il s'agit de prendre ensemble ces deux versants du meuble et de l'immeuble, ces deux versants du château et du musée. Ce que je comprends de cette dénomination, c'est en réalité, je pense, la volonté de donner sans doute une place plus importante à cette fonction muséale. Dans cette première vue du paysage juridique, on voit qu'on est sur un matériau dispersé, étant entendu qu'on raisonne ici sur une période particulière, 39-45, qui va soulever d'autres séries de questions. Celle de savoir en quoi ce contexte historique a pu influencer la question du comment protège-t-on ? Comment finalement le droit articule ressorts de protection et situations de guerre dans lesquelles les risques de destruction, de désastre, de dilapidation sont évidemment considérablement amplifiés. On observe d'abord que cette période va être une période de production normative assez nourrie sur le terrain patrimonial,
précisément parce qu'on a une conscience plus aiguisée de la fragilité du patrimoine confronté aux machines de guerre, aux machines et aux opérations de guerre. Et puis dans l'après-guerre, à l'heure du bilan, les faits de destruction vont aussi générer du droit, en particulier au plan international. Donc, ce sont ces deux points que je voudrais successivement aborder. Premier point, la guerre est la fabrique du droit du patrimoine. Sur la trajectoire normative, dans cette tranche 39-45, on s'aperçoit que plusieurs des textes adoptés à cette période vont continuer de constituer des textes de référence, y compris en période post-conflit. Certains des dispositifs sont encore d'actualité. On en retrouve la trace très, très nettement dans le Code du patrimoine. Du côté des collections, autour de la notion de musée, avant que ne soit adoptée l'ordonnance de 45, on a un premier texte qui date de juin 41 et qui va donner une définition du musée qui, si elle n'a pas véritablement une charge juridique, va être assez proche de celle qu'on retient aujourd'hui dans le livre 4 du Code du patrimoine. C'est celle qui va être reprise aussi par l'ordonnance de 45. Ce texte de 41 distribue aussi les musées en 3 classes de musées, musées nationaux classés, contrôlés, et à nouveau l'ordonnance de 45 va tout à fait reprendre l'économie du dispositif. Le décret d'application de ce texte, 41 toujours, fixe la liste des musées nationaux et on va trouver un certain nombre de ces châteaux-musées, Versailles, Compiègne, Saint-Germain, Pau, Blérancourt, Fontainebleau, Malmaison. Le corpus de cette loi va irriguer évidemment après-guerre. En attente, l'ordonnance de 45, elle est nommée ordonnance provisoire, ce qui signifie qu'on attend peut-être un texte plus complet, et on va l'attendre longtemps, puisque la loi du musée, la grande loi musée, si on peut parler ainsi, ne vient qu'en 2002. Au moment de ce texte de 41, on va quand même aborder un certain nombre des questions qui vont aussi être débattues plus tard, la question des statuts des personnels, la question de l'organisation et de la gestion des collections, toutes choses dont on peut penser qu'elles ne sont pas spécialement influencées par le contexte de guerre. On trouve trace quand même dans les discussions de certaines questions qui ont très directement à cette situation-là. La question des déplacements d'œuvres, on perçoit que le sujet est sensible. Dans une note sur le projet de loi, alors c'est une note non signée, ce sont les archives qu'on a rassemblées pour le projet mémo-loi sur la mémoire des lois. On peut penser qu'elle émane du service des Beaux-Arts. J'aurais dû faire une présentation et vous projeter ces documents. Donc, dans cette note, l'auteur fait remarquer qu'on prend un peu à la légère la question des déplacements et des mises en dépôt d'œuvres. Donc, on va aborder la question de l'interdiction de déplacement, de mise en dépôt, alors l'interdiction sous réserve de l'aval de l'administration des Beaux-Arts. Donc, on a là, à cette période, une première naissance d'un droit des musées, qui est encore à parfaire. Hein. C'est un projet qui, notamment, restera extrêmement inabouti jusqu'en 2002 sur le versant du régime des collections publiques, hein, du régime de protection des œuvres. Alors, on peut penser qu'on a ce ressort très général de la domanialité publique, et la jurisprudence a travaillé dès le 19e siècle à faire réintégrer dans les collections publiques des éléments dispersés, un manuscrit de Molière, des éléments de patrimoine culturel, des archives précieuses, des manuscrits précieux de bibliothèques, etc. Mais c'est une jurisprudence qui reste entre les mains des juges. On n'a pas de loi nous indiquant que les collections muséales sont soumises au régime de domanialité publique. Et là, à cette époque-là, on laisse tout à fait de côté ce pourtant grand sujet du statut des biens culturels et du statut d'indisponibilité des œuvres. Deuxième axe de production normative, cette fois-ci, on peut penser nettement influencé par le contexte de la guerre, les règles de contrôle de circulation des biens culturels. À l'époque, on ne parle pas de biens culturels, hein, le vocabulaire est plus récent, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. On va parler d'objets d'art, d'œuvres d'art, etc. Et on soumet la sortie des biens du territoire à un régime extrêmement draconien, avec un pouvoir de rétention de l'État, avec un pouvoir même, on pourrait dire, même si on n'utilise pas ce terme-là, d'expropriation. Et c'est un système qui va durer, là, en France, jusqu'en 1992, date de création du marché unique. On va être obligé de revoir la copie parce que le système technique ne fonctionne plus.
Mais jusque-là, on est sur ce ressort-là, sur ce dispositif. Ça, c'est un exemple particulièrement intéressant parce que, en fait, on ressort des cartons une loi qui a été adoptée en 1921 et aussitôt adoptée, on l'a abrogée sous la pression des milieux du marché de l'art qui trouvent qu'elle est beaucoup trop contraignante. Le pouvoir de l'État est extrêmement fort de stopper la sortie des biens, de les récupérer, de les exproprier, etc. Donc, on a un effet de résistance considérable à cette époque-là qui fait qu'en 1922, on supprime ce texte, on lui choisit un ressort moins violent. C'est à ce moment-là qu'on adopte la technique du droit de préemption en vente d'œuvres d'art. Et là, on va ressortir très exactement le même texte. Et on va l'adopter tel que, quasiment sans changement, où on peut se dire que sans doute le système est dû là probablement à l'absence de tout contrôle parlementaire. On adopte des textes assez rapidement. Mais on voit que le contexte de la guerre la rend finalement, d'une certaine façon, le dispositif acceptable. En tout cas, il n'y a pas de réaction cette fois-ci des milieux de l'art. Troisième axe, en matière de monuments, où on aperçoit à nouveau, je pense, ce lien entre la guerre et la production du droit. Le monument, c'est à la fois l'édifice, mais aussi son environnement, les parcs, les jardins. Et le droit va forger la notion d'abord, les abords qui environnent le monument historique. On va déterminer un périmètre de protection. Alors, c'est un périmètre calculé d'une façon mécanique, 500 mètres autour du monument, qu'on a appelé les ronds, bêtes et méchants. Et cette réflexion vient dans le droit des monuments historiques, mais en parallèle, il y a des projets similaires dans le champ du droit de l'urbanisme. Il y a des textes qui ont quasiment le même objet et la même mise en forme. Et il y a même un moment un projet de texte commun, puisque les deux poursuivent très exactement la même finalité. Mais le service des monuments historiques, il résiste très fortement, un peu à la façon d'une citadelle assiégée, soucieuse de conserver probablement son autonomie dans la production du droit et voire son monopole sur les objets et sur les monuments. Donc, on va considérer là que l'environnement dans cette figure des abords participe de la mise en valeur du monument, même si ces abords n'ont pas en soi une valeur propre. L'environnement est au service du monument et appelle ainsi une protection particulière. On peut voir là des mouvements de circulation aussi avec le droit de l'environnement. À l'époque, on ne dit pas ça, on dit la protection du patrimoine et des sites. Et on a déjà cette idée de ce qu'on a appelé l'écrin et le joyau. C'est-à-dire l'écrin là est là pour mettre en lumière le joyau. Alors certains ont pensé que cette technique des abords devait quelque chose au droit de la guerre, était inspirée au droit de la guerre. C'est Vincent Negri qui fait cette hypothèse, parce qu'on retrouve cette jauge des 500 mètres dans la détermination de zones à protéger contre les bombardements. Donc on a peut-être importé ou utilisé une règle qui existe déjà là. Les juristes parfois sont un peu flemmards et lorsqu'il y a des dispositifs déjà en place, ils les utilisent. On a vu ça pour la loi de 1913 avec l'utilisation des servitudes d'utilité publique. Alors, sur les abords, j'ai trouvé dans nos archives un projet de loi. Alors, c'est postérieur à la période considérée, là, mais ça m'a amusé parce que c'est un projet de loi de 1963 qui propose pour le château de Versailles de réformer la loi de 43 pour le château de Versailles spécialement, en disant que 500 mètres, ce n'est pas raisonnable, il faut élargir bien davantage le périmètre et l'élargir à 3 km. La préservation du château ne comporte pas seulement celle des bâtiments et de leurs abords immédiats, mais les grandes perspectives en fonction desquelles a été créé cet ensemble et qui sont un élément essentiel de sa beauté. Une mesure exceptionnelle de cette nature apparaît le corollaire indispensable du programme de restauration qui a été exécuté au cours de ces dernières années et qui reste à poursuivre. Donc voilà, alors ça n'a pas abouti, mais c'est un de ces projets de texte qui passe inaperçu, qu'on oublie. Et c'est encore une mémoire intéressante, une mémoire juridique et patrimoniale intéressante à ressortir.
Alors, toujours dans cette veine de production normative en temps de guerre et de production normative sur le champ patrimonial, on pourrait aussi citer l'adoption en 1941 de la loi sur les fouilles archéologiques, réglementation assez détaillée de cette activité scientifique, texte dont on a conservé dans le droit positif un certain nombre de ressorts. C'est encore, d'une certaine façon, la carte génétique du droit de l'archéologie, même si le dispositif s'est enrichi du ressort notamment de l'archéologie préventive, mais véritablement, il y a un certain nombre des principes, des règles, des méthodes posées à ce moment-là qui sont toujours d'actualité dans notre Code du patrimoine. Donc on voit à quel point cette période est véritablement propice, on pourrait dire, au déploiement de ces règles. On peut mettre ça, je le disais, sur le compte d'un système affranchi de contrôle parlementaire. Ça permet de faire avancer des choses. En même temps, je pense qu'il y a aussi des personnages clés. On parle de Jérôme Carcopino, mais il y a d'autres acteurs. Le secrétaire général de la Direction générale des Beaux-Arts, Louis Hautecoeur, qui œuvre pour la protection du patrimoine, des monuments, etc. Il a été successivement conservateur adjoint au musée du Louvre, il a été directeur général des Beaux-Arts en Égypte, et le voilà, secrétaire général aux Beaux-Arts. Et pendant le deuxième conflit mondial, on le dit maréchaliste, mais son engagement pour la cause patrimoniale est d'un autre ordre. Il est attaché à poursuivre le travail des bureaux, où on voit que les bureaux s'inscrivent aussi dans une mémoire longue, encore aujourd'hui, oui, où il y a cette idée de continuité, d'assurer dans la mission de conservation, de protection du patrimoine. En l'occurrence, je crois que c'est lui qui participe à l'évacuation des œuvres du Louvre et je crois qu'il supervise, en tout cas j'ai lu ça dans une de ses notices, le dépôt de Chambord, il me semble. Donc, dans cette trajectoire normative de la période vichiste, on le voit, il y a un certain nombre de textes qui aboutissent. Il y a aussi des chantiers inaboutis qui ne sont pas inintéressants et qui concernent potentiellement les châteaux-musées sur le versant des châteaux privés. On va voir apparaître autour de projets de loi une nouvelle notion, celle de château historique. Chantier qui est très largement soutenu par des acteurs associatifs comme la demeure historique. Il y a une commission interministérielle, alors ça j'ai à nouveau découvert ça dans nos archives mémoriales, une commission interministérielle qui va se réunir de nombreuses fois pour essayer d'élaborer un texte de loi. Alors c'est un texte de loi qui est connecté évidemment au ressort fiscal. Il y a des interrogations sur les allègements fiscaux des propriétaires de châteaux qui font des restaurations dans des édifices qui ont été extrêmement fragilisés par les deux conflits mondiaux. Ils ont souffert, et on le voit là, c'est une rhétorique qui est tout à fait présente dans les projets de loi, où on aborde la question de leur intégrité, où on aborde la question de savoir comment on peut résister à des réquisitions, où on aborde la question de la déshérence et de l'abandon de ces châteaux, etc. Donc on va réfléchir, on va engager une réflexion sur ces châteaux. Alors s'invite aussi la question des collections qui abritent ces édifices et la façon dont on peut assurer un lien entre l'édifice et le mobilier, dont on peut éviter la dispersion, évidemment, qui est au risque des pillages, bien sûr, mais aussi des successions, partage, le droit de partage, etc. Et alors, il y a une proposition de faire de ces châteaux historiques des biens de famille inaliénables et insaisissables. Catégorie de biens de famille, ça veut dire que c'est un patrimoine familial qu'il ne faut pas désosser, et on va chercher sous cette figure du bien de famille, évidemment, un ressort d'indisponibilité. Cela étant, on voit au fil des réunions à quel point la question n'est pas du tout consensuelle, que la mise en forme juridique est évidemment très complexe du fait de ces problèmes de succession, et tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée, le cas échéant, d'imposer une servitude de maintien in situ des collections. Donc on voit là paraître aussi toutes sortes de questions qui sont des questions qui se posent encore aujourd'hui, la question du droit de visite, la question de l'usage des biens, la question de la conservation, etc.
Et cette question de la prise en compte de l'ensemble, mobilier et immobilier, ça va être un véritable serpent de mer sur le plan du droit. Elle va ressortir. Là, le projet est abandonné. Ce projet de loi ne vient pas à son terme. Mais dans une note de 1949, on voit reparaître la question. C'est toujours du service des... Alors, cette fois-ci, on sait que c'est du service des Beaux-Arts, même si ça n'est pas signé. Et on évoque la question des destructions des monuments historiques pendant les conflits armés, des dégâts causés aux intérieurs des châteaux, objets mobiliers classés. Et l'auteur de la note en question va proposer de classer les objets mobiliers au titre de ce qu'on appelle les immeubles par destination. C'est-à-dire que c'est des immeubles qui vont être assignés à perpétuelle demeure dans ces lieux. À nouveau, le projet n'aboutit pas. On en reparle en 90. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode de ce qu'on appelait les châteaux japonais, puisqu'il y avait des achats de mobilier de châteaux qui, du coup, étaient totalement déserts de leur mobilier. Plusieurs propositions de loi viennent devant le Parlement dans les années 2000, mais à nouveau, ces propositions échouent. C'est en 2016 seulement qu'on va introduire dans le Code du patrimoine une protection des ensembles mobiliers patrimoniaux. C'est la figure dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, premier versant, première question. La façon dont on produit en période de guerre du droit et du droit sur ce terrain particulier du patrimoine culturel. La deuxième question, j'irai beaucoup plus vite. C'est l'articulation entre droit de la guerre et droit des monuments historiques. J'irai plus vite, évoquant là plutôt le versant international, d'une part parce que je ne suis pas internationaliste, même si je m'intéresse nécessairement au droit international et à cette source de production du droit qui est fondamentale, mais aussi pour des questions de temps. Alors, ce qu'on peut dire de cette trajectoire, de cet autre versant, de la fabrique du droit, c'est que le contexte de guerre va impliquer aussi une production normative particulière au niveau du droit international et au niveau du droit de la guerre. On va voir émerger en période de conflit ce droit de la guerre, bien sûr, et il faut se poser la question de savoir comment ce droit s'articule avec la nécessité de protection des monuments historiques. Comment préserver l'intégrité du patrimoine quand la guerre détruit à grande échelle. Alors, vous avez des travaux savants, notamment de Manlio Frigo, qui est un internationaliste, professeur à l'université de Milan, l'université d'État de Milan, qui a publié plusieurs articles sur le sujet et qui évoque le fait qu'on voit émerger à partir du début du 19e, après les campagnes napoléoniennes, on voit émerger un corpus de règles coutumières dans lesquelles on se pose la question de la protection des monuments historiques et de l'interdiction de porter atteinte à l'intégrité des monuments en contexte de guerre. Mais c'est un matériau qui est en formation, il n'y a pas encore de coutume internationale. Il faut attendre la fin du 19e avec le règlement de 1899, la convention de 1907 qui a été évoquée pour que dans le droit de la guerre s'invitent les monuments historiques. Et dans le droit de la guerre, on voit formuler une interdiction de saisie, de destruction, de dégradation intentionnelle des monuments historiques. Simplement, ces prescriptions sont formulées dans des termes extrêmement vagues et puis elles rencontrent quand même les nécessités de la guerre. L'impératif de la guerre demeure, c'est-à-dire que cette interdiction ne joue pas en toute hypothèse. Et puis, on va voir que dans la pratique contredit très, très sérieusement les discours du droit sur ce terrain. Et c'est précisément le constat de faiblesse des outils de droit de la guerre qui va conduire à l'adoption de la première convention sur le patrimoine culturel, où on voit que le droit de la guerre migre vers le droit du patrimoine. C'est la première pierre dans la construction d'un édifice de droit international du patrimoine, 54, alors même que tous les États, à partir du 19e, ont commencé à installer et à édicter des mesures de protection des monuments historiques. Le droit des monuments historiques naît avec la naissance aussi des États-nations. Le droit international viendra beaucoup plus tardivement et du coup s'inspirera aussi des législations nationales. Donc on a cette convention de 54
qui va viser spécifiquement les contextes de guerre, mais après quoi on va travailler sur des périodes de temps de paix, ou c'est des périodes où on ne distingue pas nécessairement conflit. Alors, il y a la Convention de 70 sur le trafic illicite, le combat sur le trafic illicite des biens culturels, la Convention de 72 sur le patrimoine mondial, entre autres, et puis tout un train d'autres conventions vont se suivre. On va voir aussi à nouveau se révéler à la faveur de la deuxième guerre du Golfe et du conflit de l'ex-Yougoslavie la faiblesse de l'outil de 54 qui va conduire à la révision en 1999 de cette convention, où on voit à nouveau à quel point la situation de guerre peut avoir un effet catalyseur dans l'édification de règles de droit, et je m'en tiens là.